Le point des idées, deuxième partie toujours sur LCI, toujours avec Étienne Janel, le directeur du Point. Nous allons maintenant évoquer la société post-Covid, même si la crise malheureusement est loin d'être terminée. En quoi nous a-t-elle déjà changé? On va parler plus particulièrement d'argent et de bonheur. Oui, l'argent, encore l'argent, on parle toujours d'argent. Il faut mépriser l'argent, disait Cavana, surtout la petite monnaie. Alors on va voir si le bonheur des Français dépend de l'argent. Sont-ils matérialistes? Est-ce que la pandémie a changé quelque chose? On a beaucoup dit au moment du premier confinement. Et avec nous, pour en parler, Claudia Sénic, vous êtes professeure à Sorbonne Université, à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du bien-être. Vous avez publié L'économie du bonheur au seuil en 2014 et tout récemment un ouvrage collectif sous votre direction et celle de Daniel Cohen, Les Français et l'argent, 6 nouvelles questions d'économie, c'est chez Albin Michel. Avec nous également Jérôme Guedj, bonjour. Bonjour. Ancien député socialiste, ancien président du Conseil général de l'Essonne. Vous êtes aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du vieillissement, énarque, inspecteur des affaires sociales. Vous êtes l'auteur d'un plaidoyer pour les vieux, publié en 2013, également co-animateur du think tank Matière Grise. Olivier Véran vous a confié il y a un an tout juste une mission sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Mais alors, concrètement, les Français sont-ils matérialistes? Vous nous dites Jérôme Guedj, que les Français n'ont pas été des salauds avec leurs vieux, c'est ce que vous avez dit dans Le Point à une époque. Ils ont accepté de sacrifier l'économie pour sauver notamment les personnes âgées. Et vous nous dites que quand même, malgré tout, pour les Français en particulier, l'argent, ça compte un peu dans le bonheur. Mais alors, mettez-vous d'accord ou pas, mais est-ce que vraiment les Français pensent à l'argent d'abord? Je ne pense pas que ce soit contradictoire. Quand je disais l'année dernière, et je continue à le penser, que cette crise sanitaire, elle a remis quelque chose qu'on avait un peu oublié au milieu du village, à savoir la question des fragilités, des vulnérabilités, et cette idée selon laquelle ça se résume une sorte de primauté de l'humain et qu'il y a donc un coûte que coûte qui justifie que on mette le paquet sur ces éléments-là. Mais c'est justement, on a pu remettre les fragilités, les vulnérabilités, dégager des moyens pour l'hôpital, pour naturellement accompagner la crise sanitaire, parce que dans le même temps, il y avait un État social, un État-providence assez fort qui organisait cette redistribution et qui garantissait aussi, on a socialisé, comme on a dit à l'époque, une grande partie des revenus du pays. Nationaliser les salaires, c'est ce qu'on a nationalisé les salaires, ouais, alors au grand désespoir de certains, mais c'est parce que les Français, je pense qu'ils sont convaincus qu'à un moment donné, c'est ce qui est parfois décrié, à savoir ce niveau élevé de la dépense publique, quand il est utilisé à bon escient, parce qu'il y a les leviers qui existaient, la tuyauterie de cet État-providence, elle a pu rapidement fonctionner, rapidement se mettre en place, le chômage partiel, le soutien y compris à l'activité économique. Donc je pense qu'ils regardent au prisme de leur situation individuelle. Elle a été dramatique pour plein de gens. On va pas contester les choses. Il y a de la souffrance économique, psychologique, sociale, etc. Mais globalement, il y a eu un État qui a été présent parce que cette logique redistributive d'État-providence était forte. Et donc ça, ils s'en sont bien rendus compte. C'est-à-dire qu'il y avait cette possibilité de concilier les deux. Voilà. Claudia Sénic, ce que disait Étienne Janel, c'est que dans ce livre, Les Français et l'argent, on découvre, avec un peu d'étonnement quand même, que les Français sont assez matérialistes, assez individualistes, et que finalement, pour eux, l'argent fait le bonheur. On l'a découvert nous aussi avec étonnement, en fait, quand on mesure vraiment la contribution des différents aspects de la vie au ressenti des Français en matière de bonheur ou de satisfaction dans la vie, on voit que le poids du revenu pèse particulièrement lourd chez les Français par rapport aux autres pays européens. Alors qu'en France, on se pense plutôt comme une société où le symbolique, la culture compte beaucoup, société de statut peut-être. Et donc c'est assez étonnant de voir que finalement l'argent compte, et peut-être justement parce que les Français, sentant que cette société, ce modèle traditionnel s'éloigne, se disent que finalement, face au choc de la mondialisation, etc. C'est le repli vers le chacun pour soi ? L'amenuisement de l'État en tant que grand protecteur contre toutes les adversités possibles fait que son propre revenu devient une sorte de matelas. L'amenuisement de l'État, en France, on en est encore loin quand même, non ? Mais pas au sens français spécialement, au sens où désormais, tous les changements technologiques, etc., sont à l'échelle mondiale. De même que cette pandémie est à l'échelle mondiale. Et donc, simplement, les États sont plus à l'échelle des choses, des phénomènes qui touchent les gens. Ils sont généreux, les Français, parce qu'on s'aperçoit dans votre livre que la philanthropie, c'est quand même pas très fort en France. Alors, ils ont été généreux, les Français, ils ont sacrifié leur économie pour sauver les personnes âgées, mais finalement, ils donnent pas tant que ça. Les Français sont généreux au sens où la société française a le système fiscal le plus généreux du monde en matière de dons aux associations, aux fondations, etc.,
si on donne 100 € à une association, à une fondation reconnue ou même pas reconnue, eh bien en fait on a un crédit d'impôt de 66 €. Donc c'est l'État qui prend en charge 66% de ce qu'on donne. Donc c'est extrêmement généreux. Donc collectivement on montre qu'on a cette préférence pour les dons. Après, concrètement, c'est pas tellement dans la culture française, beaucoup moins que dans la culture anglo-saxonne. Donc parmi les 10% des Français les plus riches, la contribution à la charité privée représente 10 fois moins que ce que font les Américains, 5 fois moins que les Anglais, les Canadiens, Oui, etc. mais ça tient probablement aussi au fait que des pans entiers de ce qui, dans les autres pays, est pris en charge par la charité privée, est organisé en France par des dispositifs collectifs financés par cette forme de redistribution qu'on n'aime pas forcément à titre individuel, mais qui fonctionne à titre collectif, qui s'appelle lever l'impôt, et assurer le financement de services publics, de missions d'intérêt général, qui, dans les pays que vous mentionnez, avec une culture d'intervention de l'État plus réduite, est obligé d'aller chercher une forme de don individuel pour compenser le dispositif collectif. C'est en partie parce que les auteurs, qui sont extrêmement précautionneux, rigoureux, essayent de voir si c'est dû justement à la substitution possible entre l'impôt et puis la charité. En fait, non, ça ne s'explique pas complètement comme ça. Est-ce que c'est dû aux incitations fiscales ? Ben non, puisqu'on a les plus généreuses. Est-ce que c'est dû à la surveillance des fondations ? Oui, un petit peu quand même. On voit qu'au gré des changements de législation aux États-Unis, selon qu'on fait plus ou moins de contrôle, la masse des dons varie. Donc il y a quand même mais c'est surtout dû au fait qu'on n'a pas cette habitude. Et donc même si la loi a autorisé maintenant des fondations pour les hôpitaux, pour les universités, de manière à pouvoir collecter des fonds, il n'y a pas encore ça dans l'idée. Enfin, personne ne va faire des dons à la Sorbonne, même si ils sont passés par là. Est-ce que cette crise a changé le rapport des Français à l'argent ? Je crois qu'on a observé notamment l'an dernier une chute des dons aux associations. Des dons peut-être, mais alors l'argent, justement, après le premier déconfinement, rebond de la consommation extraordinaire qui fait qu'on a complètement compensé la perte d'activité du premier trimestre. Donc la question de savoir comment on va vivre après la crise, est-ce qu'on va effectivement dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau monde, consommer moins, relocaliser, moins importer, ne plus prendre le TGV, ne plus prendre l'avion, etc. Oui, Toutes choses que les Français disaient en fait, ou disent dans les enquêtes. Oui, on avait l'impression qu'on allait vivre dans un ashram de paix, d'harmonie, un peu de compost aussi sur le côté pour être un peu écolo, et qu'on allait se détacher des choses matérielles. Je pense que cette crise, en fait, bizarrement, Nicolas Hulot, c'était ça. C'est pas une crise écologique, mais en fait, ça a quand même sonné le réveil de la conscience écologique, parce que c'est la même chose, c'est une crise mondiale, et on sent l'interdépendance, et on sent qu'il y a des menaces vraiment réelles qui nous touchent pour la première fois. Comme je disais tout à l'heure, moi je pense que c'est aussi parce qu'elle a remis des choses que peut-être dans l'immédiateté, une culture du profit, de la performance, de l'excellence, de la rapidité, on s'est tous retrouvés très lents, confinés, on s'est tous retrouvés à se préoccuper de sa propre santé. Et la santé, c'est intéressant, était déjà devenu le sujet premier de préoccupation des Français avant même la crise. Et je pense que ça va durablement être au cœur du débat public. On s'est mis à être dans l'attention aux autres. Et par exemple, moi, je trouve qu'il y a un concept qui était très décrié, on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. À l'époque, Martine Aubry l'avait mis dans le débat public en 2010, c'est ce concept du care, c'est-à-dire de ce soin mutuel, de cette bienveillance portée à l'autre, de cette idée selon laquelle une partie de la qualité de vie, elle repose bien sûr sur l'intervention de gros organes de régulation publique, la sécurité sociale, l'État-providence, les collectivités locales, etc. Mais qu'il y a quand même une partie des choses qui sont aussi liées à la manière dont les uns et les autres peuvent prendre attention à l'autre. Et je trouve que c'est peut-être un peu idéaliste, mais je pense que s'il y a un acquis dont on peut espérer qu'il subsiste à un retour à la normale qui serait trop brutal, c'est celui-là. C'est-à-dire que des solidarités de proximité, alors tout ceci a toujours besoin, c'est pas de la pure philanthropie, ça a besoin d'un écosystème qui s'organise. Et là, c'est la responsabilité de la puissance publique que de se dire, on n'est plus dans quelque chose où c'est le seul service public ou les seuls intérêts individuels ou manifestations individuelles qui vont permettre de remettre du lien et de la solidarité là où on avait eu tendance à se recroqueviller sur soi-même. Et ça, je pense que c'est un beau niveau, un beau défi, pour les débats à venir, que de voir comment on arrive à organiser ça sur le vieillissement. Je trouve que c'est assez passionnant. Ça nous a aidé à prendre conscience que la longévité était une transition majeure. Je dis souvent que
que Claude Lévi-Strauss pointait que c'était une révolution anthropologique aussi importante que la sédentarisation au néolithique. Ouais. On n'avait pas forcément pris la mesure. Là, on a eu ces vieux qui, comme au moment de la crise de 2003, la canicule, sont devenus incontournables. Ça a suscité ces élans de solidarité, cette manifestation, ce soutien de l'État. Ça a suscité aussi un petit peu des débats dangereux, qui est de savoir est-ce qu'on en fait trop ou pas assez pour les vieux. C'est une sorte de hockey boomer, non pas appliqué à la crise écologique, mais cette fois-ci à dire est-ce que c'est justifié d'arrêter l'économie, que ça. Globalement, il y a eu cette acceptation. Il y a eu cette acceptation parce qu'il y a cette projection de faire nation, qui est de dire les vieux ne sont pas à part, c'est notre avenir à tous. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de confiance parce que il y a dans votre livre, Clandestine, un passage qui est absolument passionnant, le test du portefeuille. La question, c'est si vous laissez votre portefeuille, vous le perdez dans la rue avec 150 € à l'intérieur et des papiers d'identité, je crois que c'est la somme qui est écrite, quel est votre degré de confiance dans votre prochain, votre degré de confiance dans la solidarité que vous allez récupérer. Est-ce qu'on va vous le ramener ou pas? Il semblerait qu'en France, les gens aient une confiance extrêmement faible dans l'idée selon laquelle quelqu'un pourrait leur rapporter. Oui, et puis c'est bien corrélé avec après les réponses que donnent les gens à la question est-ce que vous trouvez que dans ce pays on peut faire confiance aux autres ou au contraire il faut plutôt être prudent. On a montré que la question du portefeuille était corrélée avec on peut... Mais ça veut dire qu'il y a une confiance dans la solidarité d'autrui qui n'est pas très élevée quand même. Pas très élevée. D'ailleurs, par exemple, dans la dernière enquête du Cevipof, le baromètre sur la confiance des Français, il y a une question qui demande France, Angleterre, Allemagne, Italie. Toutes les questions sont posées dans ces 4 pays, un comparatif. Est-ce que vous pensez que vous faites confiance à vos concitoyens pour bien se protéger, bien respecter les gestes barrières, etc. Et là, la France est vraiment beaucoup plus basse que les autres pays. Les Français font moins confiance aux autres pour bien respecter. Oui, mais c'est un pays, probablement très individualiste. Mais dans un cadre collectif. Donc on joue de cette schizophrénie, j'aime pas l'expression, mais on joue de cette contradiction d'être très... c'est la même chose, on est un pays affreusement, et c'est pas pour me déplaire, terriblement égalitaire, et en même temps qui adore les privilèges individuels. Bon, c'est un mélange de culture latine et de culture rhénane. Il n'y a rien entre l'État et l'individu. On demande énormément à l'État, mais après on n'a plus envie de se laisser gouverner. Et est-ce que ça explique aussi le niveau de déprime générale? Alors on le voit dans le rapport que vous avez publié à l'Observatoire du bien-être sur l'année 2020. Bon, on ne s'attendait pas forcément évidemment à des résultats formidables. On voit qu'effectivement les Français sont assez déprimés. Mais il y a cette tendance lourde, j'ai envie de dire, qui fait qu'à niveau de vie égal, voilà, niveau de chômage, niveau de protection sociale, d'éducation, les Français sont globalement toujours plus pessimistes, plus déprimés que nos voisins européens. C'est ce déficit de confiance qu'exprimait Étienne avec ce test du portefeuille qui explique ça? Je ne sais pas si ça explique en fait. Je pense ça que l'illustre. Oui, de manière générale, c'est tout le temps là. Enfin, depuis les années 70, depuis qu'on le mesure, enfin même avant. Enfin, je veux dire, depuis les années 70, on voit qu'il y a cette espèce de déficit. Donc, dans les mêmes conditions, on est moins heureux, on est moins optimiste concernant l'avenir, concernant l'économie, tout ce qui touche à des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Donc, comment va le pays? Est-ce que ça va s'améliorer? La prochaine génération, est-ce qu'elle vivra bien, etc. Tout ça, c'est plutôt négatif. Alors que, bon, moi, ma vie, mes proches, etc., ça va bien. Et la crise a aggravé le phénomène? La crise... je ne sais pas si elle a aggravé, mais par contre, ce qu'on voit dans la crise et qui renoue un peu avec ce que Jérôme disait avant, c'est normalement, justement, ce pessimisme français, il est très lié à l'économie. Donc, quand on voit ce que pensent les Français dans l'enquête qu'on a à l'Observatoire du bien-être avec l'INSEE, trimestrielle. Donc, on pose plein de questions sur la satisfaction, etc. Et puis, l'INSEE pose des questions de confiance des consommateurs. Est-ce que c'est le moment de faire des gros achats? Est-ce que vous voulez investir? Est-ce que vos finances iront mieux, etc. Et en général, ça colle très bien, quoi. L'évolution de la confiance économique des consommateurs, des Français en tant que consommateurs, et puis la satisfaction des Français au gré des trimestres, ça colle assez bien. Sauf là, le dernier trimestre, là vraiment... Les perspectives économiques, en fait, c'est plat, quoi, il n'y a rien de spécial. Par contre, là, la satisfaction chute de manière drastique et c'est vraiment à cause de la perte de lien social. C'est la durée, l'usure, le sentiment d'usure de la distanciation sociale, comme on l'a appelé, qui commence vraiment à peser. Alors, donc là, on voit l'importance de l'intégration, des relations sociales. Mais alors, justement, on va parler de ça parce que vous avez une mission donc, à propos de l'isolement des personnes âgées. Ce qu'on constate quand même, c'est que le système des retraites français est l'un des plus généreux au monde, peut-être le plus généreux au monde. Et d'ailleurs, les revenus des retraités par rapport aux actifs sont exceptionnellement forts en France par rapport à d'autres pays. Et pourtant, il y a un isolement. Mais qu'est-ce que ça se dit des Français? Est-ce que ça veut dire je paye pour les personnes âgées, mais je m'en débarrasse, je m'en éloigne,
je m'en désintéresse. On a un système très généreux et puis de l'autre côté, des personnes âgées isolées. Qu'est-ce que ça dit Alors de nous ? pour moi, c'est deux sujets différents et le lien de causalité entre les deux est un petit peu biaisé. D'abord, je récuse, Étienne, le terme de système généreux. C'est un système qui a fait un choix collectif et d'ailleurs assez consensuel de dire que la fin de l'activité professionnelle n'est plus synonyme de pauvreté. On a tendance à se jeter des tombereaux de cendres sur le visage régulièrement, mais on oublie quand même que ce système de retraite, il se traduit par une singularité française qu'on oublie de dire, c'est que les retraités en France, ils sont 2 fois moins pauvres qu'à l'échelle européenne. C'est que 7% des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté, quand à l'échelle européenne, c'est 14%. Alors c'est que les jeunes aussi, ouais. Alors, c'est une des difficultés que je pointais tout à l'heure, de savoir si on est capable, non pas de s'aligner, de se niveler par le haut, par le bas. C'est vrai que au début de la vie, c'est plutôt 3 fois plus important. Le taux de pauvreté des 0 à 20 ans, c'est presque 20% en France. Mais c'est pas parce qu'il y a ce déséquilibre qu'il faut se dire les retraités, ils sont surdotés. C'est un choix qui a été fait, mais l'OCDE et la Commission européenne, année après année, nous disent on dépense trop, c'est 14% du PIB pour les retraites, quand la moyenne, c'est 10% dans les autres pays. Mais sauf que la contrepartie de ça, c'est un niveau de vie satisfaisant, des personnes âgées qui sont plus en situation de pauvreté. Donc ça, je pense, c'est un acquis de notre système de protection sociale. Et d'ailleurs, je fais le lien avec ce que vous disiez à l'instant, c'est que je pense qu'une partie du pessimisme français et de cette inquiétude, c'est la conscience qu'une partie de ces singularités françaises, de cette exception française, son système de santé, son système de retraite, de protection sociale, c'est celui qui est potentiellement menacé par l'ordre des choses et en tous les cas le mouvement un peu inéluctable. Je pense que ça, c'est un élément qui les inquiète collectivement parce qu'ils y sont attachés. Surtout parce qu'en fait, on y va quand même, mais à moitié. Et ça, c'est le pire. C'est-à-dire qu'on s'engage dans le fait de réformer toutes ces institutions pour les adapter aux contraintes du monde, mais avec réticence. Et donc finalement, souvent on reste au milieu du gué et ça donne la situation la plus inconfortable. Alors, je veux répondre quand même à la deuxième question qui est, mais en dépit de cet effort collectif, il y a des situations d'isolement. La particularité sur cette situation, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir. C'est-à-dire que l'intime, le rapport à la cellule personnelle, familiale, etc., il n'y avait pas d'ingérence à ce point de la puissance publique. Ce que je dis dans le rapport que j'ai remis en juillet l'année dernière à Olivier Véran, c'est que les questions d'isolement, c'était l'impensé des politiques publiques. On considérait que ce n'était pas une priorité d'organisation. À l'époque, on moquait en France quand le gouvernement anglais créait un ministère de la solitude. Les Japonais viennent de faire la même chose. Or, c'est un phénomène social, sociologique, qui a un retentissement économique. Donc, le bonheur est toujours une idée neuve. C'était Saint-Just en 1794 et finalement c'est toujours une idée neuve en politique. Oui, et c'est dans le rapport, il y a justement dans le rapport 2020, sur le petit chapitre sur les retraites, on montre juste que vraiment il y a ce sentiment d'isolement et de sentiment de solitude qui est très très fort chez les retraités. Alors chez les retraités, il est fort aussi dans une grande partie de la population. Il suffit de voir ce que les étudiants vivent aujourd'hui quand une partie justement du lien social, de cette culture de la relation à l'autre est empêchée par la fermeture des bars et le fait de ne plus pouvoir faire des fiestas, je trouve que là, ça nous dit qu'il y a des sujets, et c'est pas tabou, il y a des sujets qui doivent être sur l'agenda politique. C'est pas un gros mot que de dire on va s'occuper de lutter contre l'isolement. C'est pas que l'affaire des solidarités familiales, tout le monde n'a pas de famille pour pouvoir les accompagner. Il y a aussi des nouveaux défis. On parle des femmes seules avec enfants, ça a un retentissement sur l'éducation, sur le niveau de pouvoir d'achat, etc. Et donc, ça plaide, et c'est un interventionniste comme je suis qui le dit, pour que l'État s'occupe de sujets dont les libéraux, souvent sous ce plateau, mon ami Mathieu Laine a tendance à dire que l'État s'occupe de trop de choses. C'était dimanche dernier. Voilà, je sais bien. C'est pour ça que je lui fais ce clin d'œil amical. Parce que dans la période, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y a des gens qui ont dit les enseignements de cette crise, c'est qu'il y a trop d'État, trop de bureaucratie, on veut s'occuper de tout, etc. Il y en a d'autres comme moi qui disent au contraire, ça a conforté les besoins de l'État-providence. Je pense très sincèrement que la vérité, elle est quelque part entre les deux. Il y a eu de la bureaucratie, et comme moi, comme d'autres, j'ai pesté sur les attestations. Il y a eu du coûte que coûte, qui n'est pas forcément tenable exagérément dans la durée. Et je pense que si on sort
C'est marrant, je dis ça comme socialiste, avec une synthèse entre les deux, on aura fait œuvre utile. Claudia Sénic, on a vu d'ailleurs, ces dernières semaines dans la volonté d'Emmanuel Macron de tout faire pour essayer d'éviter un reconfinement dur et généralisé, la mise en avant de l'argument de la prise en compte, justement, du moral des Français. Est-ce que ça, c'est nouveau dans les politiques publiques et est-ce que ça peut perdurer ou est-ce que ce sera juste une parenthèse? Non, je pense que c'est nouveau, justement. En fait, on avait déjà eu l'idée en 2009 avec ce fameux rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi de mesurer la richesse sociale, pas uniquement avec le PIB, mais aussi avec le stock de richesse épuisable et puis la satisfaction, le bien-être. Et là, il y a vraiment cette politique qui joue avec 3 facteurs, l'économie, la santé physique et puis maintenant, le truc nouveau, la santé mentale. On s'est rendu compte que la santé mentale ça allait très mal, surtout pour les étudiants et les personnes âgées. Et donc, il fallait faire vraiment attention. Et donc, l'arbitrage est compliqué, quoi. C'est plus un curseur entre, il y a moins d'épidémies, je vais rouvrir pour l'économie. On fait aussi, c'est pour ça qu'on essaye de ne pas fermer les écoles et parce que, les universités, j'imagine. Quand on est socialiste en général, on est pour la redistribution, donc quand même pour la création de richesses. Est-ce que cette moindre attention portée au PIB, à la croissance du PIB aujourd'hui, ça remet en cause le logiciel de la gauche? Le logiciel de la gauche, oui, cette première gauche, pour un peu la caricaturer que vous décrivez là, elle amenait à intégrer des éléments de sobriété, de contenu, de qualité du contenu de la croissance. Je veux dire, si on brûle du charbon, ça augmente le PIB au sens économique du terme, mais ça altère le droit au bonheur, parce que ça va avoir un retentissement sur la santé, etc. Donc les indicateurs disent toujours beaucoup de la manière dont on appréhende la société. Ça va être un peu compliqué, ça l'est encore, mais je pense que à tous les niveaux de responsabilité, intégrer cette dimension-là d'indicateurs de développement humain, d'indicateurs de bonheur brut, pour reprendre une expression. Dernière question pour vous deux. 30 secondes. En un mot, les gens disent après ça va être la guerre civile, après la pandémie, les gens vont se battre, il y a des gens qui ont perdu beaucoup, d'autres disent ça va être la Movida, les années folles. Alors guerre civile ou Movida? Oui, les années folles, oui. Les années folles? On a très envie de renouer avec les années folles et avec les fiestas. On va terminer avec cette note d'optimisme. Merci beaucoup à tous les deux et à la semaine prochaine. Pour 2000.